Bonjour, rencontrons aujourd'hui le docteur Cheikh Ahmed Bamba Diagne, enseignant-chercheur et directeur scientifique du laboratoire de recherche économique et monétaire qui se trouve à l'université Cheikh Anta Diop. Le thème de cet entretien d'aujourd'hui est le coronavirus au Sénégal, entre plan de riposte et réalités socio-économiques. Mais tout d'abord, je vais inviter docteur Diagne à se présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Dr Khadim Bamba Diagne, je suis économiste, enseignant-chercheur, directeur scientifique du laboratoire de recherche économique et monétaire de l'Université Cheikh Anta Diop. Je suis banquier, je suis aussi écrivain à mes heures perdues. Alors, les objectifs de cet entretien d'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire une radioscopie transversale de l'actualité économique du pays dans un contexte de crise sanitaire et sociale. Procéder à une lecture économique des mesures d'endiguement de la pandémie, jeter un regard analytique sur les externalités de la pandémie au plan économique et social, porter un œil prospectif sur les éventualités des orientations socio-économiques au lendemain de la crise. Donc, nous allons dans un premier temps aborder la perception de l'appréhension de l'épidémie du nouveau coronavirus au Sénégal et de ses mesures d'endiguement. Alors, comment percevez-vous l'épidémie du nouveau coronavirus au Sénégal? C'est problématique parce que ça a commencé dans un premier temps avec 2, 3, 4. Aujourd'hui, on est en 2100 cas presque. C'est un peu compliqué parce que nous sommes un pays pauvre, très endetté, et avec l'avènement de ce virus, l'économie est en hibernation, parce que moi, en tant qu'économiste, je défends mon chapelle, parce que les gens pensent que quand on parle d'économie, on se focalise simplement sur l'argent. Mais l'économie, c'est l'activité aussi de 10 millions, de plus de 10 millions de Sénégalais. Donc si le virus, quelque part, met l'économie en hibernation, le social aussi, mais aussi l'aspect sanitaire même. Donc cela peut poser problème pour nous autres, les Sénégalais, nous autres les vivants, parce que l'économie, c'est une science sociale, comme aussi la société traverse des moments difficiles. Sur le plan économique, l'argent n'est pas au point, le virus aussi est en train de prendre du terrain. Je pense que ça peut être très compliqué pour le Sénégal. Alors, quelle analyse faites-vous des premières mesures prises dans la gestion de cette crise sanitaire au Sénégal? Alors, je pense que l'État du Sénégal avait fermé les frontières, avait commencé à prendre vraiment à bras le corps le combat. Malheureusement, le virus s'est développé avec les cas communautaires, comme s'il en existait avant. Parce que moi, j'ai écouté le professeur Seydi, sa première sortie, quand on a eu le premier cas, personne n'a prêté attention au professeur Seydi. Il a dit que j'ai soigné 2 avant le premier cas. Ce qui veut dire que le virus était là et donc il y a les cas communautaires qui développent. C'est un peu compliqué pour un pays pauvre et on a tout arrêté. Les premières mesures qui me semblent être des mesures très dures avec l'état d'urgence a eu un impact vraiment négatif sur le fonctionnement de notre système. Et j'ai bien aimé la position du président béninois qui a accepté que son pays était pauvre. Alors un pays pauvre ne pouvait pas en fait prendre certaines mesures. Aujourd'hui, on a pris certaines mesures à moins de 100 cas. Aujourd'hui, à moins de 2500 cas, on est revenu un tout petit peu en arrière. Ça veut dire que les mesures, quelque part, devaient être beaucoup plus réfléchies. On ne devait pas, quelque part, avoir un comportement mimétique parce que les Occidentaux ont fait ça avec des milliers de cas. Nous devons suivre parce qu'on a mis vraiment à genoux une partie de notre production économique. Donc ce sont des mesures qui manquaient de pertinence et heureusement que l'État est revenu sur cette décision. Alors, le constat a montré des réactions de refus par rapport aux mesures, notamment dans les zones de production. Selon vous, qu'est-ce qui explique ces comportements? Vous savez que je dis souvent que le coronavirus, c'est aussi un virus économique parce que c'est un virus qui est parti de Chine à Wuhan, c'est-à-dire une zone de production mondiale. Et quand vous constatez son évolution, le virus est allé dans un premier temps dans les pays développés, après les pays émergents, avant de venir dans les pays en développement. Mais comme c'est un virus économique, il suit l'économie. Au Sénégal, il y a 2 pôles économiques au Sénégal. Il y a Dakar, il y a Touba.
Dakar, c'est l'économie formelle, entre griffes. Touba, c'est l'économie informelle. Et donc, le virus est allé dans ces deux zones. Maintenant, les premières mesures de l'État, on a soutenu l'économie formelle. Sur les 1000 milliards, presque 657 milliards, c'était pour le formel. L'informel, 0 franc. À partir de ce moment, le virus va muter. Quand on parle de cas communautaires, je parle toujours de cas économiques. Parce que celui qui est dans l'informel, il n'a pas de salaire. Il se bat il travaille jour le jour pour quelque part assurer ses dépenses quotidiennes. Maintenant, vous ne pouvez pas lui demander de rester chez lui sans mesure d'accompagnement. Et ces gens-là, l'interdit appelle la transgression. Quand vous les interdisez de sortir, ils vont utiliser d'autres stratégies de sortir, parce que ça aussi, c'est l'humain qui est comme ça. Il y a deux choses que jusqu'à présent, on n'arrive pas à contrôler, les flux financiers et les flux migratoires. Et donc, je pense que ça a justifié le fait qu'on a pris des mesures, mais certains ont du mal à les respecter. Les fonctionnaires respectent les mesures parce qu'ils ont leur salaire. Mais il y a des gens qui vivent du jour le jour. Ceux qui sont dans l'économie immédiate ne peuvent pas rester chez eux. Est-ce ces raisons qui ont poussé le président de la République à vouloir maintenant assouplir les mesures prises qui s'étaient pourtant révélées indispensables? Quels ont été les intérêts mis en jeu? Peut-on s'attendre du peuple sénégalais de prendre désormais ses responsabilités face à cette pandémie? Alors, indispensable pour qui? Là, je reviens toujours sur ça. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'études sur les couches les plus vulnérables de ce pays-là. Indispensable pour ceux qui ont les moyens. Il faudra que, quelque part, ceux qui ont les moyens commencent à relativiser certaines choses. Il y a des gens qui vivent, allez dans la banlieue, vous sentez la pauvreté. Je pense que l'État n'a pas les moyens d'entretenir cette population-là pendant 3 mois. Ce n'est pas possible. Et si l'État ne peut pas tenir 1 mois, 2 mois sous perfusion sa population, il y a des choses que l'État ne prendra jamais. Je pense que ceux qui pensaient que l'État devait confiner ou bien aller vraiment encore des mesures beaucoup plus drastiques, c'est parce qu'ils ont les moyens. Mais le président de la République, ça c'est le foyer de la décision. Il a l'information sur le plan social, sur le plan médical, sur le plan économique. Parce que le remède ne doit pas aussi être tuer plus que le virus. Parce que le problème est qu'en Afrique de l'Ouest, il y a 50 millions de personnes vulnérables. 50 millions. On est passé de 17 millions à 50 millions de personnes qui peuvent subir l'insécurité alimentaire. Donc, un État responsable doit faire des arbitrages. Et je pense que le président de la République a l'information, la pauvreté qui est en train de prendre la place, le virus. Il a vraiment toutes les informations. Je pense que la décision qu'il a prise, pour moi, c'est une décision difficile parce qu'il n'y avait pas de solution. La décision est difficile, mais si j'étais à sa place, j'allais prendre la même décision. Nous rentrons dans la deuxième partie de notre entretien et alors allons aborder les externalités socio-économiques de l'épidémie au Sénégal. Selon Antonio Pedro, directeur du bureau sous-régional de l'Afrique centrale de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, l'impact économique de la pandémie dépend de la nature de l'économie d'un pays, à savoir si elle est diversifiée, voire différenciée ou non. Nos pays doivent diversifier leurs économies pour résister aux chocs extérieurs. Il faut donc s'attaquer à ces problèmes structurels et ces problèmes de fond, au risque de se retrouver dans ce genre de problèmes dans le futur, dit-il. Partagez-vous cette opinion, docteur? Si oui, selon vous, quel secteur économique sénégalais sera le plus touché par cette pandémie et pourquoi? Ça veut dire que tout le monde disait la même chose, hein, parce que le problème des pays africains, c'est que nous n'avons pas une économie qui transforme. Notre économie, le grand problème que nous avons, c'est que notre économie n'est pas transformée sur le plan structurel. Nous produisons des produits primaires et après les produits primaires, nous achetons des produits finis. Vous savez, quand vous vendez de l'arachide, mais l'arachide, vous le vendez aux Chinois, les Chinois décortiquent l'arachide. Vous pensez qu'au Sénégal, on ne peut pas décortiquer l'arachide? On ne décortique pas, on vend l'arachide brut. Les Chinois décortiquent l'arachide, ils transforment l'arachide en huile, en céréales. On revient, on nous vend les céréales d'arachide. On vend le kilo d'arachide à moins de 300 francs.
on achète les céréales à 500 grammes à plus de 2500 francs, ainsi de suite, ainsi de suite. On vend nos fruits, on achète des jus. Je pense que le problème est qu'une économie qui ne transforme pas ses ressources va rester pauvre, parce qu'elle ne crée pas d'emploi, parce que l'emploi, c'est l'industrie. Parce qu'il y a quand on parle même de l'agriculture comme moteur du développement, il y a une chaîne, à savoir, pour la production agricole, tu as besoin des ingénieurs, des gens qui maîtrisent les semences, les engrais. Si tout cela en fait est produit chez vous, tu as fait une bonne production agricole, tu dois transformer, commercialiser, exporter le reste. Au moins, tu crées une chaîne de valeur, ce qu'on appelle une chaîne de valeur. Mais nous avons une agriculture en veille. On achète les engrais, on achète les machines, on achète tout, on produit, on vend tout. Après, on cherche du travail. Parce que le travail, c'est l'industrie. Donc, ce qui veut dire que cette crise-là a montré quelque chose aux pays africains. Et moi, je me dis que c'est des crises qui peuvent arriver encore dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Il faut qu'on se prépare en conséquence. Et le matelas de sécurité, c'est quoi? Avoir une économie. Je ne parle pas d'avoir une sécurité alimentaire. Et on doit avoir une souveraineté alimentaire, une souveraineté sanitaire. Et la meilleure façon d'avoir cette souveraineté-là, c'est de dire, d'arrêter de nous pomper l'air. On a une autosuffisance en riz et que quand le président a décidé de distribuer le riz, là, il est allé au port comme si on a importé le riz, parce que le port, c'est la porte de l'importation. C'est-à-dire que le riz qu'on a distribué, on l'a importé. On l'a importé. Et donc, ce signal-là m'a posé problème. Or, l'État du Sénégal, au lieu de nous parler souvent d'autosuffisance, doit travailler sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, les Vietnamiens ont dit qu'ils ne vont pas exporter le riz. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas la situation de la crise. Ils vont se ramasser sur eux-mêmes. Et beaucoup d'autres pays refusent d'exporter en fait des biens alimentaires. Donc, si nous n'avons pas, en fait, notre production intérieure n'est pas assez suffisante, que va-t-on faire? Et je pense que le grand problème, c'est que la transformation structurelle, c'est la clé. Tout le monde l'a dit, tout le monde l'a écrit, mais malheureusement, nos hommes politiques adorent importer. Je ne sais pas pourquoi. On parlera souvent que les Sénégalais aiment manger le riz tous les jours, mais s'il n'y a plus de riz, les gens vont manger quelque chose. Il faut quelque part pousser les Sénégalais à manger des choses qui viennent de chez nous. Il est avéré que l'économie africaine n'en sortira pas indemne. Ainsi, il est annoncé un risque de diminution drastique du PIB. Pensez-vous que les mesures prises par l'État sénégalais pourraient ralentir une récession? Ah oui, parce que quand on parle de récession, c'est un ralentissement de l'activité économique pendant un trimestre. Et quand on a 6 mois de ralentissement économique, on est en crise. Après 1 an, on est en dépression. Vous voyez que les économistes utilisent les mêmes mots que les psychologues, quoi. Il y a choc, récession, dépression, faillite. Parce que l'économie aussi, c'est comme ça. Maintenant, l'État du Sénégal, les gens disent ça souvent, j'ai entendu que oui, c'est les religieux qui ont mis la pression à l'État pour que voilà, le président desserre un tout petit peu l'État. Non, c'est l'économie qui a mis la pression à l'État. Parce qu'on oublie souvent que l'État, c'est des recettes et des dépenses. Quand il y a activité, les recettes augmentent. Quand les recettes augmentent, l'État peut assumer ses dépenses. Mais s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de recettes. S'il n'y a pas de recettes, l'État ne peut plus rien faire. Et l'État a des dépenses incompressibles. Les salaires, le soutien que l'État donne en fait aux services sanitaires, mais si l'État n'a plus de recettes, n'a plus de ressources, mais comment l'État va faire pour prendre en charge ses dépenses? Donc l'État est obligé, parce que tous les États du monde, ce n'est pas seulement le Sénégal. Quel est le pays? Les pays qui ont des morts, des milliers de morts, ouvrent leur économie parce que c'est un choix. Aux États-Unis, moins de 2 mois, 1 mois de confinement, 26 millions de chômeurs. Ça veut dire quoi? 10% de la population américaine est en chômage. 10%. Et les gens gardent leur voiture pour aller chercher quelque chose à manger. C'est extraordinaire. Et donc, nous autres, est-ce qu'on a ces maisons-là qui permettent de donner des kits continuellement tous les jours? Ce n'est pas possible. Donc, on est un pays pauvre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que le président n'avait pas de solution. Il n'y avait qu'un choix, un choix difficile, mais nécessaire.
difficile mais nécessaire. Parce que aujourd'hui, les pays qui nous aidaient traversent des moments difficiles. On ne peut pas, par exemple, le Sénégal a moins de 25 morts, mais le Sénégal ne peut pas aller demander de l'aide en France, à la France qui a plus de 27 000 morts, aux États-Unis qui a plus de 80 000 morts. On lui dit, mais toi, là, c'est quoi ton problème? Nous, on a des milliers de morts, tu n'as même pas 100 morts et tu veux qu'on t'aide. Nous, on a des problèmes parce qu'aujourd'hui, chaque pays a ses propres problèmes. Et chaque pays doit apporter des solutions à ses propres problèmes. Et donc, il appartient à l'État de savoir que s'il a un problème de liquidité, de trésorerie, ce n'est pas aux autres de régler son problème. C'est à lui de trouver les solutions. Alors, nous allons rentrer dans la troisième partie de cette discussion. Nous aborderons l'après-crise au Sénégal. Avec la pandémie, l'économie au Sénégal semble être au ralenti. Quelles sont les répercussions financières auxquelles les entreprises privées sénégalaises devraient s'attendre? L'aide de l'État à ces entreprises est-elle pertinente et suffisante? Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les entreprises qui vont survivre à cette crise. Parce qu'il y a des entreprises qui vont aller en faillite, ça c'est clair. Parce qu'on entre dans une nouvelle ère, c'est-à-dire que l'économie de la distanciation physique. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus d'étrangers, il y avait des entreprises qui captaient ce marché-là, le marché des étrangers. Il y avait les entreprises qui sont dans le transport aérien aussi. Aujourd'hui, si on ferme les frontières, j'ai peur que cela peut continuer jusqu'au mois de décembre. Donc, est-ce qu'une entreprise peut rester 6 mois, payer des salaires sans avoir de chiffre d'affaires? Ça peut être problématique. Les hôtels aussi, donc il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent aller en faillite. Il y a aussi certains restaurants, certaines boîtes de nuit, les combats de lutte, le football. Donc pour moi, il y a beaucoup d'activités qui seront vraiment en faillite, entre griffes. Parce que la faillite, parfois les gens ont peur de ce terme-là, mais ça veut dire que si on ne peut plus honorer ses engagements, on peut se déclarer en faillite pour après commencer dans 8 mois, 9 mois. Ça, c'est clair. Il y a des entreprises aussi qui tirent leur épingle du jeu, les entreprises de la télécommunication. Mais en ce moment-là, tout le monde utilise le télétravail. Donc, c'est un marché pour eux. Ceux qui aussi sont dans la vente des produits de consommation aussi, je pense que ces entreprises-là aussi sont en train de faire des chiffres d'affaires aussi énormes. Maintenant, il y a des secteurs qui sont touchés, des secteurs qui avaient besoin des produits intermédiaires venant de l'étranger aussi. Certaines entreprises achetaient faisaient des importations de produits intermédiaires pour leur propre production. Avec la crise, l'impact peut être difficile. Maintenant, l'informel, par exemple, je prends, comme il n'y a plus d'événements, les entreprises qui sont dans la logistique, les bâches, les chaises, n'ont plus d'événements. Les salons de coiffure, ça va être extrêmement compliqué. Les tailleurs. Donc, il y a cette économie informelle-là qui est dans l'économie immédiate. C'est cette économie-là qui souffre le plus. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui tiraient leur épingle du jeu sur l'activité économique. S'il y avait un baptême dans un quartier, il y a le photographe du coin, il y a le taximan, il y a le salon de coiffure, il y a celui qui loue les chaises, les bâches, il y a des gens même qui cuisinaient, ainsi de suite. Il y avait une activité. Tous ces gens-là seront en chômage pendant 6 ou 7 ou 8 mois. Est-ce que l'État peut aider tout le monde? Non, c'est ça le problème, parce qu'on est un pays pauvre. Donc le grand problème, c'est qu'il y a des secteurs, il y a des entreprises, pas des secteurs, parce que là, c'est un peu relatif. Parce que dans certains secteurs, on peut avoir des problèmes. Mais pas il y a des sous-secteurs qui souffriront, mais pas tout le secteur. Maintenant, le secteur du tourisme, le secteur de la culture, parce que les musiciens aussi, il faut penser à eux. Le grand problème, c'est qu'en économie, on se dit, méfie-toi toujours de ton standing de vie. C'est des gens qui achetaient de belles voitures, qui montraient, mais 6 mois, il n'y a plus de concerts. Donc, il faudra commencer à penser. Et eux aussi, ils doivent commencer à réfléchir sur une économie après Covid, parce qu'en ce moment, ils vont souffrir. Donc, il y a le secteur du tourisme et de la culture. Je pense que ce sont des secteurs les plus endommagés par la crise. Mais l'agriculture, maintenant, c'est là où l'agriculture doit jouer son rôle. C'est pour cela que l'État ne doit pas se confiner jusqu'à oublier que sous peu, c'est la saison des pluies. Il faut qu'on prépare aussi la production agricole. Parce qu'au moment où beaucoup de pays commencent à
fermer leurs frontières, commencent à trouver des stratégies pour ne pas exporter certains biens alimentaires. C'est là où l'État doit développer notre production nationale pour permettre aux Sénégalais de pouvoir au moins avoir un semblant d'autosuffisance. Et si l'agriculture marche, on sera obligé d'apprendre à transformer nos propres ressources. Parce que le malheur est que parfois, vous voyez même le président qui jubile parce qu'on a exporté du riz, de l'arachide aux Chinois à des prix très élevés. Alors que cet arachide-là, on pouvait le transformer en huile, en racal pour le bétail, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais on adore vendre des produits primaires. Aujourd'hui, si chaque pays se ramasse sur lui-même, il nous appartient, nous autres, les pays africains, de prendre notre destin en main, de commencer à savoir que nous avons toutes les matières premières, mais nous achetons toujours des produits finis. Il est temps maintenant que nous commençons à réfléchir, si maintenant il n'y a plus d'acheteurs, comment faire pour transformer nos produits primaires. On vend notre huile d'arachide, on va acheter l'huile de soja, tournesol. Je pense que l'Afrique, maintenant, il lui appartient de tirer de cette crise-là les stratégies pour commencer à produire pour l'Afrique. Parce que le problème, c'est que l'Afrique ne produit pas pour l'Afrique. On vend tous nos produits primaires et on achète des produits finis. L'élevage aussi. Malheureusement, il est temps qu'on commence à réfléchir sur comment faire pour avoir élevé nos bétails pour que même si on doit acheter le lait des vaches, qu'on ne cherche pas aux Pays-Bas ou bien en Angleterre ou bien en France. Il faudra qu'on commence à développer une économie endogène et qui soit la pêche. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de pêcheurs qu'on a interdit de pêcher, mais je ne sais pas pourquoi. C'est des produits alimentaires. Il y a des stratégies vraiment qu'on doit mettre en place pour protéger certains secteurs. Mais en tout cas, le secteur primaire, heureusement, c'est là où se trouvent les Sénégalais. Heureusement, si l'État joue le jeu avec la saison des pluies, ça ne va pas être trop impacté. On parle beaucoup des effets négatifs de la crise à tous les niveaux. Cependant, après la crise, pourrait-on y voir des avantages sur le plan social, par exemple, politique et économique? En d'autres mots, cette situation épidémiologique présenterait-elle des atouts et des challenges? Mais bien sûr, parce qu'à un moment donné, tout le monde a compris que la compétition, que le monde s'est installé dans une compétition sans fin. Les pays africains aussi étaient dans une compétition. Chacun essayait de montrer les infrastructures parce que l'Africain pense que construire un pays, c'est mettre en place des infrastructures gigantesques. Okay? Parce que en Wolof, on dit teranga aduna bët. C'est-à-dire qu'un président, pendant les élections, il dit que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Comme si tout ce que tu fais doit être visible. Et là, ça justifie pourquoi on n'a pas investi sur l'humain. Parce que l'éducation n'est pas visible. L'eau potable n'est pas visible. Il faut que les gens commencent à investir sur l'humain. L'humanité, pour moi, a montré aujourd'hui qu'elle a besoin d'aide. Il faudra que l'économie, le social, mais tout doit tourner autour de satisfaire la qualité de vie de nos citoyens. La compétition, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, les pays les plus riches sont à genoux, les pays les plus pauvres sont en train de résister. Il me semble que les pays les plus pauvres maintenant doivent commencer à réfléchir sur l'infrastructure, c'est intéressant. Oui, tous les secteurs sont intéressants, mais l'humain, son éducation, sa santé, la démocratie, ces questions-là, pour moi, c'est extrêmement important. Qu'on arrête de mentir aussi au peuple. Parce qu'à chaque fois, on parle d'autosuffisance en riz, on a tout. Mais en temps de crise, on sait qu'on n'a pas de riz. Rien n'est clair. On sait qu'on n'a pas assez de masques. On sait que. Et c'est ça qui me pose problème. Je pense qu'il est temps qu'on commence à réfléchir sur certaines questions, qu'on essaie de montrer que quand on est un pays pauvre, on doit s'intéresser à l'humain. Et je pense que c'est ça qui est important. Beaucoup de hauts placés se sont prononcés sur le cas de l'Afrique et ont annoncé des millions de morts. Quelle est votre opinion là-dessus et sur quoi reposent leurs assertions selon vous? Parce qu'ils ont pensé dans un premier temps qu'un virus qui est en train de tuer les Chinois, les Européens, les Américains, mais va faire des dégâts en Afrique parce que notre plateau médical n'est pas très relevé, nous sommes des pays pauvres. Et donc, et ce qui est un peu gênant, c'est que le directeur de l'OMS, c'est un Africain. Et malheureusement,
heureusement pour nous, nous avons une population très jeune. Et aussi, nous avons l'expérience des pandémies, des virus, parce qu'on a vécu le virus Ebola et qui a été beaucoup plus terrible. La troisième chose aussi, on a vu le virus venir. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a vu le virus faire des dégâts en Chine, en Europe, aux États-Unis. Donc, on s'est préparé en conséquence. Maintenant, nous sommes des pays pauvres, c'est très clair, mais nous avons une population très jeune. Et le virus a frappé les pays qui ont des plateaux médicaux plus ou moins relevés. Parce qu'un pays qui a un plateau médical relevé protège les personnes âgées. C'est-à-dire que dans les pays développés, vous voyez que les personnes âgées sont extrêmement importantes. C'est presque 17 à 18% de la population. Vous allez en France, la moyenne d'âge c'est de 41 ans. Au Sénégal, la moyenne d'âge est de 19 ans. 90% de la population a moins de 50 ans. Donc si vous avez aussi une population aussi jeune, alors que le virus, les études ont montré que les moins de 50 ans, c'est 0,2%. C'est-à-dire que sur 1000 personnes qui ont moins de 50 ans, il y a 2 qui peuvent mourir du virus, bon, sauf ceux qui ont des comorbidités, à savoir cancer, diabète et insuffisance rénale. Donc, cela protège les pays africains parce que l'Afrique est un continent très jeune, donc ce virus-là peut ne pas faire des dégâts. Mais les gens pensaient que, comme c'est un virus qui tue, et on n'avait pas pris en compte l'aspect jeune de notre continent, mais aussi l'aspect expérience, parce que nous avons l'expérience de ces pandémies-là. Vous allez en Guinée-Conakry, Congo, ils ont connu Ebola qui est 2 fois plus dangereux, 2 fois plus mortel que ce virus-là. Je pense que c'est ce qui nous a plus ou moins protégés. Devrions-nous avoir peur? Oui, je disais que la peur n'est pas ma tasse de café. Parce que quand on subit la peur, on ne réfléchit plus. C'est pour cela qu'au Sénégal, les premières mesures étaient guidées par la peur. On pensait que le virus va faire autant de dégâts dans les pays développés et nous avons rapidement décidé de fermer nos frontières, de mettre des mesures drastiques. Mais après, on a fermé pour des raisons sanitaires, mais le virus nous a obligés de rouvrir pour des raisons économiques. Parce que donc, on n'avait pas besoin de sentir cette peur-là. Il y avait des stratégies qu'on pouvait mettre en place pour sortir rapidement de cette situation-là. Alors, pensez-vous que la BCEAO est en train de bien jouer son rôle dans cette crise au niveau communautaire? Pour la Banque centrale, dans un premier temps, la chance qu'on a, jusqu'à présent, on n'a pas encore de problème de liquidité. Parce que dès le mois de mars, la Banque centrale avait décidé de mettre 350 milliards de plus sur la liquidité hebdomadaire. On avait 4 350 milliards de liquidité hebdomadaire. La Banque centrale a ajouté 351 milliards. Donc on est passé à 4 300 à 4 700 milliards. Et jusqu'à présent, je pense que même l'État a mis en place une garantie pour permettre aux banques d'accompagner les entreprises. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore de problème de liquidité. Maintenant, le rôle de la Banque centrale, c'est de gérer les équilibres. S'il y a trop d'argent, les prix vont augmenter. Donc, tant qu'il n'y a pas un besoin de liquidité, la Banque centrale peut ne pas, on peut ne pas sentir l'impact ou l'effet de la Banque centrale. Quel aurait été le rôle d'une économie sociale et solidaire en Afrique dans ce contexte de crise sanitaire et économique? Mais ça va nous permettre, quelque part, il faut qu'on réfléchisse pour avoir cette économie solidaire. C'est ça qu'on appelle une économie endogène. C'est-à-dire que tout notre problème, nous avons un tissu social extrêmement dense. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, au lieu si on avait une économie sociale vraiment solidaire, l'État pouvait identifier les populations les plus vulnérables et essayer de les aider. Mais le malheur que nous avons, c'est que on ne connaît pas les personnes les plus vulnérables. Il y avait en fait les bourses sociales qu'on donnait aux pauvres, aux personnes les plus pauvres, mais cette crise a créé ce que j'appelle des pauvres conjoncturels, des gens qui gagnaient leur vie, qui étaient dans le secteur informel, mais de par sa violence, de par sa rapidité, ils sont devenus pauvres et d'une manière conjoncturelle, mais personne ne les a aidés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de filets sociaux vraiment bien bâtis qui peut identifier. Maintenant, si on avait des assistants sociaux dans tous ces quartiers, l'État ne va pas se fatiguer. Je pense que malheureusement, on ne travaille pas sur ça, mais comme le post-Covid va montrer le rôle qu'on doit jouer sur l'humain, il sera extrêmement important de réfléchir sur cette économie endogène et sociale. Quel est votre mot de fin?
Ben, prier pour que le Sénégal s'en sorte, pour que l'Afrique s'en sorte, pour que le monde gagne le combat. Parce que le virus est là et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il est là. Il est là pour un bon bout de temps. On n'a pas besoin maintenant de fuir ce virus. On n'a pas besoin d'essayer de trouver des stratégies pour ne pas l'affronter. Il faudra qu'on l'affronte, mais avec des mesures, avec les gestes barrières, en étant trop discipliné, en étant trop responsable. Il faudra aussi que l'État commence à savoir qu'avec le développement des cas communautaires, il doit y avoir une communication communautaire. Et la communication communautaire maintenant, c'est une communication qui va aller dans les zones. Et là, on a besoin des maires, des députés, des élus locaux, des hommes politiques aussi. Parce que c'est un combat maintenant pour tous les Sénégalais, pas seulement pour l'État du Sénégal. Docteur Diagne, nous vous remercions pour votre disponibilité et surtout pour vos opinions sur les aspects socio-économiques de la pandémie du Covid-19 au Sénégal. Merci.